Je vous remercie de de m'accueillir dans ce monde de la réclamation que je ne connais absolument pas. Autrement dit, toute situation que je pourrais aborder, s'il y avait un lien possible avec des situations existantes ou ayant existé, cela serait totalement fortuit. Effectivement, je suis professeur, donc personnellement, je n'ai jamais rien su vendre, donc ça a des inconvénients. L'avantage, c'est que je n'ai jamais eu de réclamation. Il y a toujours des avantages. Alors, effectivement, moi, ce qui m'a intéressé ce matin, et je pense que c'est le sens du propos que je vais vous tenir, c'est bien évidemment, vous avez remis au cœur de la réclamation le fort aspect relationnel qui existe entre un client et entre un de vos salariés. Et vous avez bien insisté là-dessus, tous les intervenants l'ont fait. Et c'est vrai qu'au bout du bout, cette notion de réclamation, ça se joue dans ce lien, dans cette relation. Et bien évidemment, comme vous êtes des entreprises, la clé, c'est comment faire en sorte que la relation pour ce qu'elle nous concerne, c'est-à-dire du côté du salarié, eh bien, comment peut-elle produire de la performance pour vous, entreprise? C'est la question. Donc c'est la question de base du management. C'est-à-dire comment tenter d'avoir une influence sur les comportements. C'est quand même le cœur du management. C'est quoi le management? C'est comment tenter d'influencer les comportements des gens pour que ça produise du résultat. Donc il est bien certain que si ce qui est au centre, c'est cette relation, la question managériale est immédiatement posée. Ce n'est pas une question simple. Je crois que tous les orateurs précédents l'ont proposé. Mais ce sur quoi j'aimerais insister, c'est peut-être sur trois rôles. Sur trois rôles qu'on retrouve assez fréquemment dans les travaux des chercheurs sur cette question managériale. Trois rôles qui doivent être joués peut-être dans cette séquence de réclamation de manière encore plus impérative qu'ailleurs. Il me semble que dans cette situation compliquée, finalement, un manager, il doit avant tout être interprète, traducteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même qu'il me semble que ce matin, il y a eu un grand oublié dans tous les débats. Et ce grand oublié, ça concerne quand même les valeurs, les stratégies, les visions de l'entreprise. C'est quand même très gentillet, si vous voulez, la relation entre le client et le salarié. Mais enfin, n'oublions pas que vous avez des politiques commerciales. Votre but n'est évidemment pas de satisfaire le client. Enfin, j'imagine. C'est jamais un but, c'est un moyen. Autrement dit, face aux réclamations des clients, votre but, ce n'est pas qu'ils soient satisfaits. Votre but, c'est que vous soyez tous les deux satisfaits. C'est une petite nuance qu'il faut quand même ne jamais oublier. Autrement dit, vous avez quand même des politiques commerciales dans vos valeurs d'entreprise. Il y a un certain type de relation que vous voulez avoir avec vos clients. Donc tout ce contexte des stratégies, des valeurs, il ne faut quand même pas l'oublier. Or, qui est celui ou qui est celle qui peut en permanence rappeler ça? Traduire encore et encore, non seulement ce que sont ces grandes références, mais en tout cas, comment les traduire concrètement dans des comportements? C'est bien évidemment le manager. Alors, il m'est arrivé de participer à des tables rondes, vous voyez, souvent avec des représentants, des chefs d'entreprise. Et puis alors, souvent, on nous disait, mais quand on est dans des situations difficiles, on veut mettre en place le changement, on est dans une situation de crise, et bien finalement, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Et alors, souvent, le chef d'entreprise répondait « Ah, ben vous savez, dans ces cas-là, ce qui est très important, eh bien, c'est qu'il faut bien expliquer aux gens. Surtout pas. Surtout pas. Enfin, il ne faut pas expliquer aux gens. Vous en êtes tous convaincus. Non. Il faut, si possible, que vos salariés comprennent. Il y a une petite nuance. Deuxièmement, il faut qu'ils l'intègrent dans leur comportement. Deuxième nuance. Combien de fois avez-vous expliqué à vos enfants qu'il ferait mieux de faire des maths plutôt que d'écouter leur musique débile? Combien de fois l'avez-vous fait? Avec le succès que vous savez. Il ne faut pas expliquer.
Il faut expliquer, mais réexpliquer, 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 être en permanence, utiliser toutes les occasions possibles pour refaire passer encore et encore et encore et encore ce message. Qu'est-ce qui est particulier à cette situation de réclamation? C'est bien évidemment que vos salariés se trouvent face à des situations qui sont totalement imprévues. Bien évidemment. Même si on a pensé à tous les cas possibles avec les argumentaires qu'il fallait, il y a toujours l'imprévu, il y a toujours l'imprévisible. Il faut quand même avoir des personnes qui soient capables d'imaginer, de réagir dans le bon sens. Autrement dit, ce travail d'interprétariat et de traduction permanent, c'est un travail très important pour le manager. Ça ne consiste pas simplement à « tiens, j'ai été à la réunion marketing l'autre semaine, dis donc, c'était pas mal, hein, donc je te forward la présentation PowerPoint et puis tu me poses des questions. » Ce qui veut dire en bref, casse-toi et encore je ne dis pas le reste. C'est ça que ça veut dire. C'est un travail très lourd pour le manager parce qu'il est permanent, il est permanent, il est permanent. Il y a un deuxième rôle que les managers doivent jouer en permanence. Et c'est le rôle du bricoleur. Ce matin, quelqu'un a dit le mot bidouilleur. Moi, j'aime bien. Un manager, il faut que ce soit un bricoleur. C'est quoi un bricoleur? Un bricoleur, c'est quelqu'un qui, le samedi matin, prend des dimensions chez lui. Il va à Brico quelque chose, il se fait débiter une planche de bois. Il rentre chez lui avec la planche de bois, essaye de l'ajuster, et ça ne rentre pas. Il coupe un petit peu en bas, il termine avec un grand coup d'épaule, il bricole. C'est-à-dire qu'il triche. Bricoler, c'est tricher. Quelle est la différence entre un bricoleur et un artisan? Les deux trichent, mais l'artisan, ça se voit pas. Alors, vous voyez bien ce que je veux dire par tricher. Tricher, c'est pas au sens moral du terme. Tricher, ça veut dire que la réalité ne correspond jamais à ce qui est sur le papier. C'est comme quand vous achetez un meuble, je ne citerai pas la marque, entre le mode d'emploi et les pièces que vous avez répandues sur votre parquet, vous ne voyez jamais le lien. Oui. Ceux parmi vous qui font des travaux le savent. Vos angles droits ne font jamais 90 degrés. Vos murs ne sont jamais totalement lisses. Vos sols ne sont jamais totalement plans. Il faut bien s'ajuster. Est-ce que le monde de la relation au client n'est pas celui, justement, auquel on a en permanence à s'ajuster? Et ce n'est pas simplement les salariés qui sont au bout de la chaîne qui doivent faire. Vous aussi, vous êtes obligé de le faire en tant que manager parce que vous êtes avec eux, c'est le seul moyen que ça fonctionne. Donc, nécessité du bricolage, du bidouillage. Tout concept... Vous voyez, tout concept que l'on peut développer, Dieu sait s'il faut le travailler, ces concepts, et l'opérationnalisation de ces concepts. Mais quoi qu'on ait fait, on ne peut jamais avoir anticipé toutes les particularités et toutes les complexités de ce qui peut se produire. Non pas parce qu'on s'est planté en le faisant, mais tout simplement parce que la réalité est toujours plus complexe et inattendue que ce que l'on peut imaginer. Et puis, bien évidemment, il y a un troisième rôle. Et ce rôle... Et ça a bien été dit par Olivier et Jérôme, hein, c'est ça tout de suite avant, c'est véritablement le rôle qui est peut-être le plus fort, à mon sens peut-être le plus important dans le cadre de la réclamation, tel que je le vois de l'extérieur, c'est le rôle de régulateur d'émotions. Un manager, c'est un régulateur d'émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et vous l'avez rappelé, que la relation au client... Bon, là, on peut se parler franchement, on est entre nous. Quand même, les clients, ils sont odieux, franchement. Non, mais je ne le répéterai pas, hein, la porte est fermée. Alors d'accord, on peut jouer, si vous voulez, la sonate pour violon et pipeau, mouvement numéro 1, si vous voulez, sur le client est sympathique. Mais le client, c'est odieux. Enfin, il y avait une dame de la caisse d'assurance maladie, je sais plus tout à l'heure. Enfin, quand vous avez vos clients là qui passent par-dessus les guichets pour aller taper sur ceux en face, ça se produit quand même chez vous. Moi, j'ai vu des cas. Oui, non, mais ça, je ne le connaissais pas, celui-là. Les clients sont odieux. Vous voyez? Si un manager se permettait le 10e de ce que se permet un client, mais je veux dire, il serait attaqué, il serait déjà en tôle pour réalisation de risque psychosocial depuis longtemps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation, finalement, de relation est forcément une relation très émotionnelle. Vous voyez? Très, très émotionnel. Vous ne savez pas ce qui peut se produire.
Moi, je suis admiratif, je ne dis pas ça parce qu'il y a notre collègue de la Poste ici, mais moi, je suis admiratif des ESC, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, les espaces services clients, où quelque part, clac, on a mis les postiers, allez, tout seul, tout nu, tout debout devant le client. Ben, dis donc, je veux dire, c'est drôlement courageux comme démarche. Moi, je suis impressionné. Hein. Je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus et c'est pas plus mis en exemple, mais il y a là, quelque part, une démarche d'un courage qui était impressionnante. Souvenons-nous, enfin, vous ne pouvez pas vous souvenir, vous êtes trop jeune, mais souvenez-vous qu'il y a à peine 20 ans, Ralph doit s'en souvenir. Parce que je crois que... Non, parce que je me demande si c'était pas dans votre premier bouquin, dans Service compris. Mais vous savez, au moment où à la Poste, il y a eu un conflit social, parce qu'on avait demandé aux guichetiers de mettre leur nom. Vous vous souvenez de ça? Ouais, c'était quoi? C'était il y a 20 ans à peu près. Je veux dire, quand on voyait ça il y a 20 ans, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on en serait aux ESC aujourd'hui? C'est impressionnant le mouvement qui a été fait. Mais vous imaginez quand même la dimension émotionnelle de cette situation-là, c'est énorme. Alors, eh ben, voilà un manager, il faut que ce soit un régulateur d'émotions. Ça ne veut pas dire, si vous voulez, qu'il est en train de léviter sur sa planche à clous en fumant de l'encens. Ça veut dire tout simplement qu'il joue deux rôles. Soit le rôle du bouchon de la cocotte minute. Vous savez, le truc que vous soulevez pour que la vapeur s'en aille et que la pression baisse. Soit le rôle du punching ball. Vous savez, le punching ball, le gros sac de sable contre lequel vous tapez quand vous vous entraînez à la boxe. Voilà. Un manager, surtout dans la réclamation client, ça doit être un punching ball. Ah, ben je ne vous dis pas que c'est agréable d'être un punching ball. Mais il faut bien que le rôle soit joué. Remarquez, chacun d'entre nous, on le joue, hein, ce rôle. Vous savez, quand vous rentrez chez vous le soir, vous franchissez le seuil de la porte. Vous n'avez encore rencontré personne, vous sentez déjà l'électricité dans l'air. 110, 220, 330, vous n'avez qu'une envie, c'est repartir au bureau. Bien évidemment, vous êtes courageux, vous affrontez les éléments, vous rentrez dans l'arène. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous ne prenez pas parti pour l'un ou pour l'autre, vous essayez de faire baisser la pression. C'est un rôle banal, ce rôle de régulateur d'émotions. Mais vous voyez bien que c'est un enjeu énorme. Moi, je suis admiratif. Il m'est arrivé un jour de faire un travail d'enquête dans une entreprise qui avait un... Oui, c'était un... Ça s'assimilait quand même à la réclamation. Entreprise de crédit aux particuliers. Et c'est le service où les personnes doivent rappeler les clients qui, grosso modo, n'ont pas payé leur échéance. Vous voyez, situation sympathique. Hein, vous voyez, Jean Hector Malot, si vous voulez, deuxième moitié du XXe siècle. Eh bien, c'était impressionnant de voir le rôle du manager. Parce que dans ce genre de situation de travail, le manager, il a un rôle fondamental. Pourquoi? Parce que de toute façon, quand vous êtes au téléphone, vous vous payez toute l'agressivité des clients, vous n'y pouvez pas grand-chose. S'ils vous appellent en général, c'est quand même pas pour vous féliciter. Autrement dit, quelle est la seule personne qui peut rendre ce travail acceptable? C'est bien évidemment le manager. Parce que le manager, c'est lui qui est capable, il entend ce qui se passe, il est sur le même plateau. C'est lui qui est capable d'aller voir un téléopérateur. Mais dis donc, celui-là, qu'est-ce qu'il t'a mis, hein? Oh là là, oh. Ah, dis donc, alors là, t'as bien fait de lui dire ça. Quel est le seul qui peut rendre le travail acceptable? C'est celui qui crée cette ambiance. C'est exactement comme dans un service d'urgence. Pourquoi est-ce que dans les services d'urgence, on fait les plaisanteries les plus mauvaises, grosses, lourdes, vraiment en dessous de la ceinture? Pourquoi? C'est tout simplement parce que quand vous êtes face en permanence à toutes les misères de l'humanité, le seul moyen d'arriver à supporter ça, c'est parce que vous avez un manager qui vous met de l'ambiance, vous appelez ça comme vous voulez, mais qui régule l'émotion, ça fait plus managérial. C'est un rôle fondamental. C'est quand même pas rarement... Alors je sais bien que parfois ce que vous dit un client, ça peut être vraiment... Ça crée le petit sucre d'orge de la journée. Mais en tout cas, celui qui, au quotidien, peut faire en sorte que le travail soit acceptable, soit agréable, développer cette solidarité, c'est le manager. Donc, vous voyez ces rôles, interprète, traducteur, bricoleur, régulateur d'émotions. Mais alors, vous vous rendez bien compte qu'une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas donné la solution. J'ai plutôt posé le problème. Parce que, première question, mais est-ce que les managers savent faire ça? Moi, j'étais très intéressé là, par
votre dernier slide. Hein. Très, très, très important. Est-ce qu'on a vraiment des managers qui sont de temps en temps en contact physique avec les situations? C'est quand même fondamental. Il y avait un article il y a quelques années qui avait fait une enquête, si vous voulez, sur la dernière fois que tous les managers importants dans une fonction marketing commerciale avaient rencontré un client, mais un vrai. Ah, ils connaissaient tout sur les clients. Parce qu'ils avaient des enquêtes avec du PowerPoint, vous montant les indices de satisfaction, les courbes qui montaient, qui descendaient. Ouais, d'accord, mais combien de fois vous en avez rencontré un, physiquement, différent de votre beau-frère? Parce que quand c'est votre beau-frère, déjà la relation est plombée au départ. Ouais. Ouais. Juste une petite histoire, si vous voulez. Bon, je vais essayer de la maquiller le plus possible, parce que j'ai regardé la liste des participants. Disons, entreprise de transport. Alors forcément, les gens qui travaillent et les managers utilisent les services de la société, c'est logique. Mais forcément, comme ils sont quand même managers, on fait ça pour eux, quoi. Je veux dire, tac, tac, on range les trucs, comme ça, c'est facile. Et puis, décision dans l'entreprise, on arrête ce genre de service qui coûte de l'argent au final. Et tout d'un coup, un certain nombre de managers de cette entreprise se sont rendus compte de ce que les clients vivaient. Ça a été une grande surprise. Et je pense que ça fera beaucoup pour la qualité du service de cette entreprise à l'avenir. C'est-à-dire que quand je vois des process sur du PowerPoint et quand je vis, VIS, réellement, l'expérience que vit un client, c'est très, très, très différent. Très, très, très différent. Autrement dit, je trouve qu'on devrait, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, votre dernier slide est très important, il faut que physiquement, le plus de managers soient régulièrement, dans cette situation, mais face à un client. C'est très, très, très important, c'est le seul moyen de savoir. Ce n'est pas les enquêtes de satisfaction qui vous disent quoi que ce soit, ou qui vous font ressentir quoi que ce soit. Et puis, il y a un deuxième aspect, il faut que les managers sachent, deuxièmement, il faut qu'ils puissent... Plusieurs fois ce matin, je crois que c'était les Laurent, vous soulignez le fait que quand même les managers, ils peuvent quand même pas toujours, parce qu'ils sont pris, ils sont soumis, le reporting, le management no et autres. Bon, moi je veux bien si vous voulez, mais à force de tourner un peu dans des organisations depuis un certain nombre de décennies, je m'aperçois quand même que dans les organisations, quelles qu'elles soient, les marges de liberté sont toujours beaucoup plus grandes qu'on ne le dit. Autrement dit, j'étais encore hier avec une personne qui me racontait une grosse entreprise industrielle, plusieurs usines, le sommet qui impose aux usines des process totalement dingues. Il y en a un où le manager il a mis le petit doigt sur la couture du pantalon et puis ils se sont payés 7 semaines de grève et tout ça. Puis dans l'autre, le manager il a dit ceux de Paris, on s'en fiche, je fais ce que je veux. L'entreprise va toujours très bien. Les marges, le pouvoir des managers à chaque niveau est souvent beaucoup plus important qu'on le dit ou qu'ils le disent. Et puis il y a un dernier aspect, et j'en terminerai vraiment là, je suis dans le temps. Dernier aspect, il ne suffit pas que les managers sachent, il ne suffit pas que les managers puissent, il faut que les managers veuillent. Et ça, à mon sens, c'est la grande question, ça. Vous voyez ? Parce qu'il y a un discours qui est un petit peu à la mode aujourd'hui, et j'y souscris tout à fait, de dire « Oh, mais c'est quand même scandaleux parce que les managers, de toute façon, ils passent leur temps devant un écran, ils sont obligés de faire du reporting, ils sont obligés de faire ceci, faire cela, de nourrir la grosse bête bureaucratique avec toujours plus d'informations. C'est quand même scandaleux, c'est affreux, c'est horrible. » Attendez, il y a quand même un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que parfois, ça les arrange bien. Autrement dit, parfois, au moins quand je suis devant mon écran à mettre de la donnée pour faire du reporting, c'est quand même plus tranquille que d'aller se confronter aux salariés qui sont, eux, en première ligne, voire même aux clients. Autrement dit, cette espèce d'importance considérable de la bureaucratie et des règles dans nos organisations, c'est tout à fait vrai. Il suffit de regarder les investissements des entreprises ces 20 dernières années dans les systèmes d'information. Je veux dire, c'est la meilleure preuve. Ceci dit,
Ceci dit, ça flatte peut-être aussi notre, comment dirais-je, notre fond de culture très bureaucratique. C'est finalement, les règles, ça nous arrange bien aussi parfois. Donc, attention sur cette question managériale. Hein. À mon sens, la question clé autour de ce problème managérial, c'est aussi pour les managers d'avoir la volonté de le faire. Alors, bien évidemment, quand on parle de la relation, de la réclamation, de la relation entre le salarié et le client, on pourrait avoir vite fait de dire, mais finalement, après tout, les gars qui sont en relation avec le client, ils ont qu'à, en quelque sorte, compter sur la bonne volonté du salarié au bout de la chaîne. C'est vrai que cette question-là est à poser. Je pense aussi qu'il faut se poser les questions de la bonne volonté du manager, parce que ça aura un impact certainement considérable sur ce que les salariés feront ou ne feront pas. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Maurice.